Bonjour, comme l'an passé, je vais vous parler de mes lectures de vacances. Je voudrais commencer par un livre que je n'ai pas lu pendant ces vacances, mais que j'ai lu dans l'année, qui est la suite de livres que je vous avais conseillé, qui s'appelle Paris pour tous. Livre d'Adrien Klein, La vie est à nous. Pourquoi je vous le conseille? C'est parce que dans ce livre, avec La vie est à nous, il convoque le souvenir du Front populaire pour rappeler qu'il est possible de faire de la politique d'une façon radicalement différente, jusqu'à nous interroger sur notre rapport infantile au pouvoir, et s'il était temps de s'attaquer au fantasme, répandu aussi bien dans la dictature que dans la démocratie actuelle, de l'homme providentiel. Adrien Klein, il a une particularité, c'est que dans la page 121, il cite la ville de Gennevilliers. La première grange a été inaugurée moins de 6 mois après l'élection d'Émilien à Gennevilliers, où on est à 1000 maintenant, presque 1000. Et en fait, pour la petite anecdote, Adrien Klein m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait cité la ville de Gennevilliers parce qu'il avait vu sur Twitter que j'avais apprécié son premier livre, Paris pour tous. Tout cela mérite que vous lisiez Adrien Klein, Paris pour tous, et ensuite La vie est à nous. Sur mes lectures de mes vacances, cette fois-ci, j'ai lu William Morris, Nouvelles de nulle part, ou Une ère de repos aux éditions Libertalia. C'est un livre qui a été écrit en 1890. On y découvre un rêve fait par un homme qui est un spécialiste des questions d'art, mais aussi un socialiste de cette époque-là, où il rêve le communisme dans les années 2000. Quelques extraits de cette lecture. Sur ce point, vous avez raison, on pourrait même dire que c'est une transformation qui a permis toutes les autres. Quel était le but de la révolution? Le bonheur commun, à n'en pas douter. À présent que la Révolution a réalisé les projets de transformation que ses ennemis vouaient à l'échec, comment faire pour empêcher une contre-révolution, si ce n'est en rendant les gens heureux? Quelque chose certainement à méditer. Plus loin, il décrit tout d'abord, tous les articles que nous produisons sont fabriqués parce qu'ils sont vraiment utiles. Les gens les font à l'usage de leurs voisins, avec le même soin que si c'était pour eux-mêmes, et les destinent à leur marché local, non pas à un marché opaque et abstrait dont ils ne sauraient rien et sur lequel ils n'exerceraient aucun contrôle. Comme il n'y a ni vente ni achat, il faudrait être insensé pour fabriquer ces objets sans être certain qu'ils sont en demande. Car plus personne n'est contraint de nos jours d'acheter telle ou telle marchandise. C'est pourquoi tout ce que nous fabriquons est de bonne qualité et parfaitement adapté à son usage. Rien n'est jamais produit qui soit superflu ou impropre à un usage durable, et aucun objet de mauvaise qualité n'est jamais conçu ni fabriqué. En outre, comme je l'ai dit tantôt, nous avons fini par déterminer raisonnablement ce dont nous avons vraiment besoin, grâce à quoi nous ne produisons jamais davantage que ce qui nous comble. Et comme ainsi plus rien ne nous pousse à produire une vaste quantité de choses inutiles, nous disposons de toutes les ressources et de tout le temps nécessaire pour faire la part du plaisir dans nos activités productives. À réfléchir donc dans ces temps modernes, cet homme qui a réfléchi cela en 1890. Enfin, j'ai lu un roman, Nico Tatian, qui est La lisière, vraiment quelque chose d'extrêmement captivant. On rentre dans la Bretagne et ses légendes, on croise très régulièrement l'Ankou, un livre que je vous conseille pour passer du bon temps. Ensuite, j'ai pu lire le livre d'un ami, Mathieu Balazen, Abolir la contention. Alors, je ne suis pas psychiatre et j'ai aucune connaissance particulière. Tout le monde peut le lire. Il est écrit très simplement, de manière extrêmement intéressante pour celles et ceux qui s'intéressent aux êtres humains et à notre vie en société. Mathieu, avec qui je travaille aujourd'hui, et on va travailler jusqu'à l'année prochaine, sur l'idée d'inventer une psychiatrie de proximité dans les quartiers populaires. Enfin, dans ce livre, Abolir la contentieux, Mathieu peut écrire « En psychiatrie, la contention comme soin vient d'une dérive de ce qu'est le soin lui-même. » Pour dire plus loin, aider la personne à être active sans la brusquer pour qu'elle puisse gagner en marge de liberté est l'élément clé du soin afin de redevenir sujet de sa vie et de son histoire. Trouver en soi et dans les autres des solutions pour expérimenter une vie vivable. L'activation thérapeutique constitue le maître mot pour créer des relations et une mobilisation dialectique entre les personnes et leur milieu de vie. Ce pan-là des soins, de l'accompagnement, n'a jamais été véritablement dominant, car il demande beaucoup d'efforts des professionnels et des politiques en termes d'adaptation aux besoins des personnes malades.
Dès lors, s'intéresser aux techniques de court terme, aux médicaments puis aux nouvelles technologies s'est imposé comme une tendance dominante, quitte à délaisser et à abandonner celles et ceux pour qui cela n'a pas ou peu d'effet. Le numérique radicalise le tournant cérébrologique. Sur ce terreau neuronal et cérébral poussent de nombreuses applications permises par le big data, l'intelligence artificielle et leurs brevets commerciaux. Ces technologies sont en synergie avec la création de nouveaux marchés. Merci en tout cas Mathieu pour cet ouvrage. Je vous le conseille aussi sa lecture. Ensuite, j'ai lu Les soulèvements de la Terre, première secousse. Alors, je vous conseille la lecture de ce livre, on y apprend beaucoup de choses. Je partage énormément de propos qui sont écrits dans cet ouvrage. J'ai beaucoup plus de distance et de scepticisme sur leur lutte anticapitalisme extrêmement ciblée, qui peut, y compris des fois, oublier l'appropriation sociale des moyens de production. Et ce qui m'intéressait dans la lecture de ce livre, c'était d'essayer de comprendre comment ce qui fait mouvement et agrège des différents mouvements fait aussi démocratie. De ce point de vue-là, il se questionne, ce qui est une bonne chose, et en même temps ne donne pas de solution, ce qui est aussi peut-être une bonne chose, mais en tout cas m'a un peu déçu. Par contre, quelques extraits de cet ouvrage dont je vous conseille la lecture. Sur la fin des médiations, c'est l'avènement du néolibéralisme avec ses programmes de privatisation à la chaîne, la destruction systématique des acquis sociaux et la précarisation généralisée qui s'ensuit, l'explosion du chômage et l'augmentation continue des inégalités de richesse. Partout, cette mue de l'ordre économique s'accompagne du développement d'un étatisme autoritaire qui se caractérise par le déclin de l'importance du Parlement, le renforcement du pouvoir exécutif et une politisation accrue de l'administration. Concrètement, cela signifie que la thérapie de choc s'administre à des populations rétives à de grands coups de matraque de LBD et de grenades désencerclantes. Les gouvernants se soucient de moins en moins de produire d'autres formes de consentement que celles qui se délivrent en s'appuyant sur une police surarmée. Au passage, deux institutions du monde telles qu'ils voient leur rôle remis en cause, la gauche de gouvernement et les syndicats de cogestion. Fini le temps des compromis, des médiations et du dialogue social, les partenaires sociaux se voient désormais méprisés par une élite qui n'entend plus rien lâcher. Enfin, il déclare « La concentration du savoir et de la lutte s'opère fréquemment vers les personnes qui sont les plus disponibles et les mieux placées pour les recueillir, jusqu'au risque d'un glissement de l'expérience à l'expertise, de l'engagement à la professionnalisation, viennent alimenter une identité valorisée socialement par l'action politique. Il y a à la fois quelque chose de logique et de très injuste dans ce mécanisme d'accumulation du savoir. Si nous n'y veillons pas constamment, le savoir-faire se transforme en une concentration du pouvoir de décision et nous reproduisons une partie des mécanismes du monde que nous combattons. C'est une des limites du principe qui donne le pouvoir à celles et ceux qui font vivre le mouvement, parce que la capacité d'agir est toujours inégalement répartie. C'est une forme d'autocritique sur leur mode d'organisation. Pour plus loin travailler l'idée sur la société, sur la perspective de subsistance et l'écologie, dernier stade du capitalisme, sans transformation structurelle des rapports sociaux, le passage d'une agriculture dite conventionnelle à une agriculture dite biologique signifie essentiellement remplacer une agriculture consommatrice de pesticides et de pétrole par une agriculture consommatrice de métaux et d'électricité. Enfin, dernier extrait, le problème au fond, c'est que nous ne voyons pas comment l'État peut devenir un opérateur de changement réel sans se faire autoritaire. Faire de l'État l'acteur central des bouleversements révolutionnaires indispensables pour répondre aux urgences écologiques, c'est rejouer une option historique dont nous savons qu'elle peut mener au déchaînement de la violence bureaucratique la plus pure. Cette possibilité suffit, selon nous, à l'écarter. Nous préférons faire confiance aux promesses des soulèvements populaires plutôt qu'à celles d'une dictature éclairée. Qu'elle soit verte ou rouge, oui, le chemin est difficile. Du Chili au Soudan, en passant par la tragédie syrienne, toutes les tentatives se heurtent aux bras plus ou moins sanguinaires de la contre-insurrection. Mais nous devons travailler à les renforcer. Plutôt que de nous remettre à l'État, la puissance collective, nous voulons constituer des contre-pouvoirs autonomes. Les soulèvements de la Terre, première secousse, une lecture critique indispensable.
Un livre plus simple, puisqu'il s'agit d'un roman qui s'intitule Le smoking des orgues, qui est un roman animalier qui travaille sur la maltraitance de ces animaux dans les bassins. Un petit passage d'ailleurs qui n'a rien à voir avec les orques, que j'ai noté, puisqu'il y a aussi des questions sociales de traiter. Personne ne s'offusque vraiment qu'on note les élèves depuis la maternelle. Ou pour que ça se passe mieux, on a remplacé les chiffres par des smileys en couleur. On évalue ces petits êtres avec les mêmes outils que la propreté des toilettes des gares. Personne n'est plus choqué qu'on classe les enfants dans toutes les matières, même en poésie ou en dessin. Pas question là de notes sur objectif, c'est sans pitié, vieux, mais pas en sport. Ah non, pas ça. Pas de discrimination avec le corps. Le corps c'est sale, de toute façon le sport c'est pour les nuls, car il va de soi que les performances sportives d'un individu doivent tout à sa génétique et rien à son travail et à ses heures d'entraînement. Plus loin, il écrit « Tout cela est d'ailleurs d'autant plus saugrenu que le corps est, hors notation en EPS, devenu un outil de valorisation. La plastique, on n'en est plus à une contradiction près, du moment que ça rapporte de la pépette, est désormais un argument de vente de soi-même. Certains, les champions par exemple, ont réussi leur vente au point d'entrer au panthéon du toi aussi deviens millionnaire de l'ancien président. Pour les autres, s'il faut faire du sport, c'est pour entretenir son capital santé, ou mieux encore, parce que le corps est la vitrine de présentation de l'individu qui est à vendre sur le marché de l'emploi ou sur le marché de l'amour. J'ai pris cet extrait parce qu'il est en relation avec les JO, mais à lire, ça n'a rien à voir avec les extraits que je viens de vous lire. Ensuite, Johann Sportouche, pour un urbanisme du car. Je crois qu'il voulait dire care. Une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Un petit extrait, cette éthique du car. Ça se prononce care. Trouve sa justification dans le fait que si les sociétés humaines fonctionnent, c'est avant tout à partir de relations interpersonnelles. Ainsi, la responsabilité des uns envers les autres, et en particulier envers celles et ceux qui sont dans les besoins ou vulnérables, en découle. Selon l'éthique du car, il y a dans l'humanité, et j'ajouterai même dans la nature, une dimension intrinsèque à l'interdépendance de toutes ces parties. Ainsi, aucune de ces composantes, qu'elles soient humaines, végétales ou animales, ne peut se suffire à elle-même. Dernier petit extrait, il existe néanmoins une voie possible, celle qui s'intéresse aux individus eux-mêmes et non aux principes mathématiques et aux idéaux. Mais pour abandonner l'utopie, cela suppose de renoncer au désir du projet parfait. L'urbanisme du car ne vise surtout pas à créer un projet urbain parfait au sens mathématique du terme. Il vise au contraire à créer un projet adapté à l'existant, un projet qui évolue en fonction de la manière dont les besoins, les aspirations des individus, l'évolution des modèles familiaux et les usages bien sûr pourront demain évoluer. Un projet imparfait en somme, incomplet, fait de plis et de coulures, tel que pourrait le dire Roland Castro, un projet profondément humain, un projet tricoté. Un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui a un petit déficit quand même, c'est d'écrire et de réfléchir en dehors du système dans lequel on est, le système capitaliste. Et donc le car. Ce monsieur ferait mieux de lire plus de livres en anglais. Et donc le car, peut-être, ne vise qu'à réparer la casse du système capitaliste et non pas à le transformer. Enfin, j'ai lu Victor Lavallée, Les Esselés, du fantastique, extrêmement captivant, qui se passe dans les années 1915 aux États-Unis, qui pose une aventure de bande d'aventurières qui découvrent l'horreur et la sororité au milieu d'un paysage implacable et brosse le portrait historique d'une Amérique telle que vous ne l'avez jamais vue. En son cœur, l'histoire captivante d'une femme pressée d'enterrer son passé ou de l'épier. Vraiment une lecture qui vous capte. J'ai pu lire un ouvrage de Florence Presson que je connais puisqu'elle habite Sceaux, avec qui j'ai travaillé pas mal sur la question de la lutte contre les pesticides. Et d'ailleurs, c'était le bras le plus armé et le plus actif de notre lutte contre les pesticides, des maires contre les pesticides. Florence Presson, avec Michaela Nicolino, a écrit « Circuler, il n'y a rien à voir, tout à voir », un ouvrage sur l'économie sociale et solidaire, sur l'économie circulaire, quelques extraits. Le modèle linéaire est brisé, j'extrais, je fabrique, je consomme et je jette, c'est terminé. Dans ce « je consomme donc j'existe », quel était notre rapport réel à l'objet et à la possession? On connaît la valeur de ce que l'on achète ou pas, on ignore la valeur et les trésors de ce que l'on jette. Pour dire un peu plus loin, oui, le vrai problème, c'est notre mode de consommation. L'économie circulaire n'est pas seulement un changement de ressources, mais bien à notre mode de vie et d'usage. Enfin, je me suis servi de leur livre aussi pour rappeler les 7 piliers de l'économie circulaire sont approvisionnement durable,
éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d'usage, recyclage et fin de vie du produit. Un livre à lire qui donne plusieurs exemples, beaucoup d'exemples d'ailleurs, de ce qui se fait en termes d'économie circulaire et de développement durable. Le livre le plus lourd, mais le plus intéressant que j'ai lu dans la dernière période avec William Morris, c'est David Harvey, Pour lire Le Capital, un moyen d'en avoir une lecture actuelle. D'entrée, il dit « La méthode critique s'appuie sur ce que d'autres ont vu ou dit, et elle travaille ce matériau pour transformer de fond en comble et la pensée et le monde qu'elle décrit. Selon Marx, on produit des connaissances nouvelles lorsqu'on s'empare de blocs conceptuels radicalement différents et qu'on les frotte les uns contre les autres pour faire jaillir un feu révolutionnaire. » Plus loin, David écrit « C'est commettre une lourde erreur, dite en substance, que de naturaliser la forme valeur existant sous le capitalisme, car il devient ensuite difficile, pour ne pas dire impossible, de concevoir des alternatives. » Je lis ce passage-là pour tous ceux qui ont parlé de la valeur travail. Or, c'est précisément ce qu'ont fait les économistes politiques bourgeois. Ils ont traité la valeur comme un fait naturel, non comme une construction sociale, et comme le produit d'un mode de production particulier. Marx vise au contraire à une transformation révolutionnaire de la société, ce qui implique de détruire la forme valeur capitaliste pour bâtir une autre structure de valeur, un système de valeurs alternatif, distinct de celui qui domine le régime capitaliste. Je ne saurais trop insister sur ce point, car on interprète souvent la théorie marxienne de la valeur comme une norme universelle à laquelle il faudrait se conformer. Combien de fois ai-je entendu déplorer que le problème chez Marx, c'est qu'il croit que la seule notion valide de la valeur provient du travail. Or, ce n'est pas du tout le cas. La valeur est un produit historico-social. Par conséquent, le problème qui se pose aux socialistes, aux communistes, aux révolutionnaires, aux anarchistes et autres, c'est de concevoir une autre forme valeur articulée sur un autre type de reproduction sociale. Quelques extraits plus loin, il écrit « Il affirme ici sans ambiguïté que les êtres humains peuvent transformer le monde radicalement en s'appuyant sur leur imagination et sur l'idée d'un but, et qu'ils peuvent être conscients de leur action. Ce faisant, ils acquièrent le pouvoir de se transformer eux-mêmes. Nous devons donc réfléchir à nos visées, prendre conscience de la manière dont nous intervenons dans le monde, du moment où nous y intervenons, et du fait qu'en retour, cette intervention nous transforme. Nous pouvons et nous devons donc nous saisir créativement de cette possibilité dialectique. La nature humaine n'est pas donnée, elle est en perpétuelle évolution. » Enfin, j'avais sélectionné beaucoup d'extraits, mais je sens que je suis déjà trop long. Je vais rester sur un dernier extrait. Sur un plan politique, la lutte contre l'accumulation, et là ça me rejoint un peu sur ma lecture de Soulèvement de la Terre, je reprends. Sur un plan politique, la lutte contre l'accumulation par dépossession me paraît tout aussi importante que le combat prolétarien traditionnel. Mais le mouvement ouvrier, de même du reste que les partis politiques auxquels il est lié, n'accorde généralement que peu d'attention à ces luttes parce qu'il se focalise sur la consommation, l'environnement, les ressources et ainsi de suite. A l'inverse, les participants au Forum social mondial s'intéressent bien davantage aux moyens de résister à l'accumulation par dépossession et critiquent souvent le mouvement ouvrier traditionnel. La question théorique et pratique est donc de savoir comment établir des ponts entre ces deux mouvements, comme l'affirmait Rosa Luxembourg en son époque. Voilà pour lire Le Capital de David Harvey. Enfin, 3 dernières lectures. La Chambre du Fils de Johann Nyhorst. Vraiment quelque chose de captivant, beaucoup plus léger, mais captivant. Une saga, puisqu'il s'agit, avec dans les coulisses du musée de Kate Atkinson, de suivre la vie de 4 générations d'hommes et de femmes qui traversent 2 guerres mondiales, des couronnements, des drames et du bonheur dans l'Angleterre du XXe siècle. Et puis le dernier, un petit polar, Tokyo Detective de Jake Adelstein. Bon, bref, bonne lecture. Pour peut-être expliquer pourquoi je reprends ce livre sur le capital, pour une citation de l'écrivain Bertolt Brecht. Pour changer le monde, de la colère et de la ténacité, de la science et de l'indignation, l'initiative rapide, la réflexion profonde, la froide patience, la persévérance infinie, la compréhension du particulier et la compréhension du général. C'est seulement en étant instruits de la réalité que nous pouvons changer la réalité. Bonne lecture.